Tac. Et on est parti. Salut Jean-François. Bonsoir Mathieu, Comment ça va? ça va, merci beaucoup et toi? Même ma foi, pas mal du tout. C'est un plaisir de t'accueillir, surtout avec le beau programme qui nous attend. Je suis très content. Dans le chat, les gens te saluent aussi. Donc voilà. On est à peu près une cinquantaine, soixantaine là pour l'instant. Il y aura sûrement un peu plus de monde tout à l'heure, mais enfin quoique les chiffres sont jamais à jour, donc on est sûrement plus que ça. Mais voilà, voilà. Tout le monde te dit bonjour. Et ben on peut peut-être commencer. On peut peut-être commencer si ça te va, Jean-François, par quelques mots de présentation de toi-même. On sache qui tu es et puis voilà, qu'on rentre ensuite directement dans le vif du sujet. Qu'en penses-tu? Bah écoute, moi je réponds à ta demande, hein, c'est comme la monnaie, c'est endogène, ça dépend de toi. C'est ça. Donc tu veux que je me présente, c'est ça? Bon, Ouais, en alors quelques mots. oui, donc je suis professeur de sciences économiques à Grenoble, à l'université Grenoble-Alpes, et je suis chercheur dans un laboratoire interdisciplinaire qui s'appelle le laboratoire PACT, laboratoire de sciences sociales. Et je travaille, mes thématiques de recherche, elles portent sur la monnaie dans une vision d'économie politique, on va dire. Elle porte sur le financement du développement, notamment les financements innovants du développement. Et puis, quand j'ai le temps, je travaille en parallèle dans une perspective d'histoire de la pensée économique, notamment sur les travaux de Keynes et les travaux des post-keynésiens. Alors les post-keynésiens, je pense que j'en dirai un mot justement vendredi. Je me suis dit que c'était important, avant de parler des post-keynésiens, qu'on parle d'abord de Keynes. Et donc vendredi, tu vois, je vais attaquer ça par la question de la garantie d'emploi. Et petit à petit, j'apporterai de nouveaux éléments. Et en fait, je vais évidemment pomper dans le bouquin que tu as coécrit, un superbe manuel qui s'appelle L'économie post-keynésienne, la première synthèse. Pas coécrit, hein, on a édité ça avec Éric Baird et Virginie Monvoisin. Ça a C'est été ça. un travail de coordination, mais il y a entre 25 et 30 auteurs, ça dépend comment on compte, de cet Complètement. ouvrage. Hein. Donc c'est pas nous qui avons écrit l'ouvrage en entier, sinon on n'aurait jamais réussi à produire une telle œuvre à 6 mains, puisqu'on est 3. Complètement. Bah écoute, je l'ai lu en entier, donc c'était un vrai plaisir de voir l'ensemble. Et du coup, je vais en faire des petits morceaux, je pense, à partir de vendredi là-dessus. Et donc, D'accord. voilà. Donc tu es spécialiste en partie, pas seulement des questions monétaires et évidemment, tu viens de le dire, de Keynes. Et c'est lui qui nous intéresse ce soir. Donc on a prévu un programme qui est quand même assez, assez costaud. Donc si t'es OK, on peut peut-être directement rentrer dans le vif du sujet. Moi, comme d'habitude, avec le chat, je prendrai des questions si elles viennent et puis on voit comment on peut Ouais. les intégrer dans la discussion. Mais on a quand même tout un tas de morceaux là qui sont pas mal. Et le premier point qu'on avait, c'était un petit point justement sur Keynes. Qui c'est sa vie, avant de parler entre guillemets de son œuvre. Alors on a combien de temps? Parce que sa vie, Oh, son œuvre, c'est c'est très long. quelque chose qui est assez complexe. Bon, Est-ce pour qu'en faire 5 minutes, tu simple, penses que c'est faisable? ouais, non, en moins que ça, même, on peut faire. Keynes, John Maynard Keynes, hein, donc on peut considérer que c'est le plus grand économiste du XXe siècle. Il est né en 1883, c'est-à-dire il est né l'année de la mort de Marx, qui fait toujours un peu rigoler les économistes en disant s'il y a réincarnation, peut-être que Keynes est la réincarnation de Marx, sous une forme différente. Et il est mort en 1946, c'est-à-dire juste après après la Seconde Guerre mondiale. Notamment parce que la fin de sa vie a été un peu épuisante pour lui. À la fin de sa vie, il avait beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour contribuer à mettre en place un nouvel ordre monétaire international. John Maynard Keynes avait participé aux grandes conférences internationales, notamment à Bretton Woods. Il avait proposé un projet défendu par la Grande-Bretagne, et malheureusement, ce projet n'a pas été retenu. C'est le projet américain qui avait été retenu. Alors Keynes, on va dire que c'est un esprit libre, hein, c'est ça qui le caractérise beaucoup. Je pense que tous ceux qui ne connaissent pas Keynes doivent considérer que c'est un grand économiste, mais en réalité, c'est une personnalité très complexe, très riche, et finalement, il se passionnait peut-être plus pour autre chose que l'économie. Hein, c'était un grand intellectuel, il venait d'un milieu, on va dire, a priori, on pourrait dire conservateur, puisqu'il venait quand même de la bourgeoisie éclairée de Cambridge. Sa mère sera la première maire qui dirigera une commune en Angleterre. Son père était économiste, John Neville Keynes. Donc il vient d'un milieu, on va dire, plutôt favorisé, et pourtant il va élaborer une théorie économique révolutionnaire. Alors esprit libre aussi parce que en réalité sa vie est ponctuée de
de liaison, de réseau, très, on va dire, très progressiste ou très avant-gardiste pour son époque, hein. Keynes était membre d'un cercle d'intellectuels et d'artistes qui s'appelle le cercle de Bloomsbury, qui au début, enfin disons dans les années 1920 en Angleterre, était considéré à l'avant-garde, hein, de l'art et de la culture et de la réflexion intellectuelle. On comptait parmi les membres du cercle de Bloomsbury des auteurs comme Virginia Woolf par exemple, et puis des grands peintres, des grands intellectuels qui véritablement ont contribué à, comment dire, à dépoussiérer un peu l'Angleterre et qui était encore très prisonnière véritablement de l'époque victorienne, enfin du 19e siècle, quoi, en gros. Et on va dire qu'ils étaient vraiment avant-gardistes, et c'est ce caractère-là, à mon avis, qu'il faut retenir sur sa trajectoire, hein. Donc grand intellectuel, passionné des arts, il a toujours voulu financer les arts, les artistes autour de lui, quitte à faire de la spéculation sur les marchés financiers, ce qui lui ont valu quelques déboires parfois. Et puis évidemment, esprit libre au niveau de la recherche en sciences économiques. Hein, c'était à la fois, comment dire, un praticien de l'économie. Hein, Keynes, on l'oublie souvent, a été haut fonctionnaire pour le Trésor britannique. Il a été conseiller économique, notamment du Parti libéral, qui était un parti, on va dire, centriste, centre-gauche. Hein, il n'était pas chez les travaillistes. Hein, il n'était pas à gauche, il n'était pas non plus dans le Parti conservateur, il était dans le Parti libéral. Et puis, évidemment, comment dire, un grand théoricien, hein, qui va élaborer une théorie économique assez pragmatique, hein, qui a pas mal évolué au fil du temps, et qui va complètement remettre en question la science économique de son époque. Ça, c'est peut-être. C'est ça, en fait, qui est fondamental, hein. C'est aussi pour ça qu'on en parle ce soir. Il a remis en cause tout ce qui venait avant. Et c'est un peu ça qui lui a valu le nom. Qu'il a lui-même créé, le nom d'hétérodoxe. Peut-être qu'on peut en dire deux mots, quoi. Sur cette notion un peu d'hétérodoxe versus orthodoxe. Et qui ces gens qu'il appelait les orthodoxes? Disons que le terme hétérodoxe, orthodoxe, aujourd'hui, il n'a pas nécessairement la même signification qu'à son époque. Donc, si tu le veux bien, peut-être on va utiliser le terme qui était utilisé par lui-même dans ses ouvrages, notamment dans son ouvrage principal, qui s'appelle La théorie générale, publié en 1936. En fait, il entend remettre en question, comment dire, certaines théories, certaines approches et certains résultats de ce qu'il appelle l'économie des classiques. Alors, qu'est-ce qu'il appelait les classiques? En fait, il appelait les classiques les économistes qui étaient venus avant lui, qui avaient façonné la pensée économique. Notamment, on parle d'Adam Smith, Ricardo, et puis évidemment aussi les économistes néoclassiques de la fin du 19e, début du 20e, comme Walras ou Marshall, plus proche de lui, hein, qu'il connaissait très bien. Et il va proposer une théorie véritablement qui va mettre au pied du mur cette approche-là, et il va proposer sa propre théorie qui finalement va finir par s'imposer partiellement, on va dire, politique économique après la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que le problème fondamental du temps de Keynes, c'est le chômage de masse. Donc là, le problème de l'économie à l'époque, c'est que les économistes étaient très mal outillés pour penser ce fameux chômage involontaire. Donc ça nous amène à notre deuxième point directement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais en dire deux mots de ça? Comment est-ce que Keynes comptait régler le problème du chômage? Oui, alors ça, c'est le point essentiel qu'on retient tout le temps. On a raison de le retenir. Mais il ne faut pas oublier que Keynes aussi révolutionne la pensée économique à son époque. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, parce qu'il intègre la monnaie dans son schéma d'analyse. Hein, donc on verra ça peut-être plus loin. Et puis il intègre aussi l'incertitude radicale, c'est-à-dire il considère qu'on raisonne dans un univers d'incertitude où on ne peut pas probabiliser. Bon. Alors néanmoins, revenons sur le point principal qu'on retient très souvent, qui est issu justement de la théorie générale, hein, son ouvrage principal. En fait, il se pose une question. À son époque, donc on est dans les années 1930, le chômage de masse est là, et les économistes ne sont pas outillés pour comprendre, expliquer ce chômage de masse et surtout apporter des solutions à ce chômage de masse. À l'époque, on est prisonnier d'une vision vraiment standard selon laquelle s'il y a du chômage, c'est parce qu'on a un marché du travail où le prix du travail, le salaire, on va dire pour faire simple, n'est pas à son juste niveau.
Donc, s'il y a du chômage, eh bien, c'est peut-être parce que, c'est parce que le marché n'est pas équilibré et il y a des rigidités, on parlerait comme ça aujourd'hui, des rigidités des salaires à la baisse. Alors, Keynes va expliquer que c'est pas du tout ça. S'il y a du chômage de masse à son époque, c'est essentiellement du chômage involontaire. Si on a des millions de chômeurs en Europe et aux États-Unis, c'est pas parce qu'ils le veulent, c'est pas du chômage volontaire ou du chômage frictionnel, provisoire, parce qu'on change d'emploi. Donc c'est véritablement un chômage involontaire. Et donc il va développer une approche qui s'appuie sur le principe de ce qu'il appelle la demande effective, pour expliquer que dans une économie qui est en crise, qui est en récession, eh bien, ça génère du chômage. Mais, c'est ça qui est intéressant, il va apporter une solution au chômage de masse. Alors peut-être que tu veux que je développe ce point-là, peut-être, non? Comme tu veux, soit ça, soit la demande effective. C'est vrai que tu as commencé à l'aborder, ça peut être très intéressant, parce que c'est une notion qui peut paraître absconse, un peu comme ça, mais qui est en fait fondamentale. C'est Keynes. Oui. Bon, pour faire simple, parce que évidemment c'est assez complexe comme explication, pour faire simple, Keynes explique que s'il y a du chômage, c'est parce que la demande effective est insuffisante. Alors qu'est-ce qu'il appelle la demande effective? C'est la demande en fait qui est anticipée par... s'il y a du chômage, c'est parce que les embauchent pas suffisamment, ou on licencie, parce que elles considèrent que si elles ne vont pas trouver de débouchés à leurs produits ou à leurs services. La demande étant insuffisante, les entrepreneurs vont s'ajuster et arrêter d'investir, et donc investissent moins et embaucher moins. Alors, donc, comment on fait pour résoudre le chômage? La solution est finalement dans la question. Si c'est la demande effective qui est insuffisante, il faut augmenter la demande effective. Alors, comment on fait pour augmenter la demande effective chez Keynes? Pour lui, la demande effective, c'est-à-dire la demande qui est anticipée par les entreprises, c'est la demande d'une part de consommation, c'est-à-dire que les entreprises cherchent à anticiper si les consommateurs vont acheter plus des produits qui sont produits et qui sont mis en vente. Donc, un moyen, a priori, intuitivement, un moyen de résoudre le chômage, c'est essayer de relancer la consommation. Alors, Keynes s'est intéressé à ce premier levier, relancer la consommation pour essayer de stimuler la demande et inciter les entreprises à investir. Bon, et on va voir qu'en réalité, pour lui, c'est pas le principal levier, parce que la demande de consommation, elle peut être prisonnière de verrous psychologiques, c'est ce qu'il appelle la propension à consommer. Je pense qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure quand on parlera d'épargne. Donc pour lui, le principal levier, c'est essayer de relancer la demande d'investissement. C'est ça. Je pense qu'il faut bien retenir ça pour tout le monde. La demande, c'est deux choses. La consommation, donc quand vous achetez un produit, vous adressez une demande à une entreprise, mais quand une entreprise investit, non seulement elle va créer des nouvelles capacités de production, une usine par exemple, mais elle va aussi adresser une demande à des entreprises qui vont produire, par exemple, si vous achetez une machine, une entreprise qui produit la machine. Et ça, c'est vraiment essentiel de comprendre ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut anticiper une demande de biens de consommation des ménages. Si par exemple une entreprise anticipe que ses produits vont se vendre un peu plus dans les 6 mois qui viennent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire plus et elle va embaucher. Donc elle va diminuer le chômage. Mais c'est pas là-dessus que c'est le plus important chez Keynes. Ce qui est le plus important, c'est l'investissement, c'est-à-dire c'est véritablement la demande d'investissement des entreprises, la demande de biens d'investissement des entreprises, typiquement par exemple des machines, on a besoin de machines pour produire plus, et donc pour produire ces machines, on est bien obligé d'embaucher. Mais encore une fois, le point qui est essentiel, c'est véritablement dans la tête des entrepreneurs que ça se passe. S'il y a du chômage, c'est parce que les entrepreneurs ne sont pas confiants dans l'avenir. Ils pensent qu'il ne va pas y avoir de demande suffisante au niveau des biens de consommation, au niveau des services, au niveau des machines. Et donc, ils licencient, ou en tout cas, ils arrêtent d'embaucher. Et évidemment, ça maintient du chômage. Donc la solution, évidemment, c'est d'essayer de stimuler cette demande effective. Et pour ce faire, on peut jouer sur la consommation, puisque c'est la première composante de la demande effective, mais ça ne marche pas super.
On peut essayer de dire aux entrepreneurs, ben, écoutez, essayez d'investir plus. Ça, c'est un langage qu'on entend très souvent, hein. Moi, je me souviens, quand j'étais au tout début de mes études, il y a un Premier ministre qui s'appelait Édouard Balladur, et il passait son temps à dire il faut rétablir la confiance, il faut que les entrepreneurs aient confiance dans l'avenir, etc., etc. Bon, la confiance chez les entrepreneurs, ça se décrète pas, hein. Il suffit pas de dire il faut rétablir la confiance. Si les entrepreneurs ne veulent pas investir parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir, eh bien, on ne pourra pas effectivement les obliger à le faire. Donc, comment on fait? Il faut compléter l'investissement ou la demande d'investissement dans l'économie par une demande supplémentaire. Et c'est là précisément que l'État va intervenir. C'est là que l'État va intervenir pour essayer de créer une demande supplémentaire, hein, qui va compenser l'insuffisance de la demande effective. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette idée que le privé, d'une certaine façon, conduit de manière récurrente à des situations, notamment de sous-emploi, donc du coup de chômage, et que finalement c'est un peu c'est à l'État de prendre le relais pour faire en sorte que ça n'arrive pas, quoi. Et ce qui est bien, c'est que ça fait la transition avec ce qu'on allait dire derrière. Une fois Ah bah qu'on a c'est parlé de parfait alors. l'importance de la demande, c'est aussi l'importance du coup en fait, concrètement, quand on pense politique économique keynésienne, il y a 2 leviers principaux. C'est la monnaie, politique monétaire, puis c'est le budget, politique budgétaire. Bon, c'est ça. Peut-être qu'on peut parler du 1er, c'est là je te laisse choisir. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Disons que très souvent, on a tendance à penser que les politiques de relance keynésiennes, pour relancer l'économie, hein, qui vont permettre de diminuer le chômage, c'est une politique de type conjoncturel, c'est-à-dire qu'il faut essayer de stimuler la conjoncture économique, et que finalement, il y a deux grands leviers de la politique économique que le gouvernement a dans son arsenal, a dans dans sa sacoche d'instruments prêts à l'emploi pour relancer l'économie. D'une part, la politique monétaire, et d'autre part, la politique budgétaire. Alors, Mmh. politique monétaire, chez Keynes, c'est une condition, on va dire, nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que Keynes considère que la politique monétaire, malheureusement, elle peut être inefficace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, hein. Les keynésiens, enfin Keynes et les keynésiens sont plutôt favorables à des taux d'intérêt bas, des taux d'intérêt relativement bas. Pourquoi? Parce que si on a des taux d'intérêt bas, ça va stimuler l'investissement. Et s'il y a plus d'investissement, il y a plus d'emplois créés. Alors, le problème, c'est que ça a été parfaitement identifié par Keynes. Il ne suffit pas de baisser les taux d'intérêt pour relancer l'investissement. Pourquoi? Parce que si on regarde comment ça se passe dans la tête des entreprises lorsqu'elles décident de lancer un nouveau projet d'investissement, pour faire simple, elles vont arbitrer entre deux choses. Elles vont regarder le niveau du taux d'intérêt, et puis elles vont regarder le taux d'intérêt anticipé ou le taux de rendement de leur investissement. C'est-à-dire, elles se disent, si j'emprunte pour réaliser un investissement, à l'arrivée, combien ça va me rapporter en rendement? Et il appelle ça l'efficacité marginale du capital. Donc, si l'efficacité marginale du capital, c'est-à-dire le taux de rendement anticipé dans la tête de l'entrepreneur, est inférieur au taux d'intérêt, il n'investira pas. Si on emprunte, par exemple, à 5% et que ça permet de réaliser un rendement, de dégager un rendement de 4%, on n'investit pas. Alors, on pourrait Mmh. dire, on baisse les taux d'intérêt, on les passe à 2%, ou même à 1%, ou même à 0, comme maintenant. Eh bien, malgré ça, l'investisseur, l'entrepreneur plutôt, ne va pas réaliser son investissement parce que l'efficacité marginale qu'il a dans sa tête, le taux de rendement qu'il anticipe de son Mmh. investissement, sera égal à 0 ou inférieur au taux d'intérêt. Donc, il n'investit pas. Alors, évidemment, quand on en est là, on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait, hein? La politique monétaire étant limitée dans ses effets, il y a un autre levier, c'est le levier de la politique budgétaire, et c'est précisément ça qu'on retient beaucoup de Keynes, hein, peut-être un peu trop, mais Mmh. finalement c'est ça qu'on retient. La politique budgétaire, l'État, en augmentant ses commandes pour réaliser par exemple des infrastructures, hein, pour lancer des grands travaux, c'est l'image un peu vraiment basique qu'on a de Keynes,
eh bien, va dire aux entreprises, ben, on va lancer par exemple la création, je sais pas, d'une autoroute, d'une ligne de tram, d'un hôpital, d'une université. Et ceci va générer une demande supplémentaire, créer des emplois, et au final, ça va réactiver la machine économique. Mmh. Oui, ça c'est assez je pense que c'est assez simple à comprendre cette logique-là. Si l'État crée directement des emplois, bah, il crée forcément nécessairement du coup des revenus et donc de la demande adressée à d'autres entreprises. Je pense que c'est effectivement le levier. Moi j'ai plutôt l'impression, Jean-François, que le levier le plus connu, c'est plutôt la relance par la consommation. J'ai plutôt l'impression que c'est ça un peu la vulgate parfois quand on parle de Keynes, on se dit: «Ah bah, il suffit de relancer la consommation» et c'est ça qui permettra à Bah, l'économie, c'est une erreur à mon sens parce que c'est pas aussi. le principal message de Keynes, hein, mais tu as raison de souligner ça. Enfin bon, Keynes a tellement été interprété dans tous les sens que finalement on en retient parfois des choses qui sont justes et puis des fois des choses qui sont à côté de la plaque, hein. Mmh. Euh, la relance de la consommation chez Keynes, c'est pas suffisant parce que euh, comment dire, imaginons que on augmente le revenu des consommateurs. Là, on se pose pas la question de savoir comment, hein. Le revenu des consommateurs augmente. Imaginons que tous les revenus des consommateurs augmentent de 10% ce mois-ci. Ils ont 10% de plus sur leur compte bancaire sous forme de revenus. Est-ce que ça va vraiment relancer l'économie, générer de l'activité supplémentaire, créer des emplois, de la croissance, blablabla, etc. Ben, si on a une augmentation de 10% des revenus pour des populations avec des revenus faibles ou modestes, oui, ça peut avoir un effet, hein, parce que le ménage de la classe moyenne ou des classes ou des revenus vraiment faibles, eh bien, il va dépenser tout son revenu supplémentaire. Alors que si on a un revenu déjà confortable ou important, il est évident que bah, c'est pas parce qu'on a son revenu qui augmente qu'on va dépenser plus en consommation, hein. Donc attention, la consommation, c'est pas forcément le levier le plus efficace chez Keynes, hein. Il y a des variables psychologiques qui jouent. Les ménages sont pas obligés de dépenser leurs revenus supplémentaires, ils peuvent décider d'épargner, hein. C'est ce qu'ils font en ce moment. Depuis la crise Covid, les ménages épargnent beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir ou parce qu'ils ne savent pas quoi trop dépenser, hein. Euh, donc, il ne suffit pas d'augmenter les revenus Et oui. des ménages, hein. Et tu poses la question, qui est fondamentale, qui est celle de la fameuse propension à consommer. Ça, je pense que ça peut mériter qu'on l'explique parce qu'effectivement, Mm. c'est pas la même chose de distribuer des revenus à ceux qui ont peu, que de distribuer des revenus à ceux qui ont beaucoup et en passant par la propension à consommer, on pourra ensuite parler, si ça te va, de la question de l'épargne, peut-être pour moi la plus fondamentale, hein, chez Keynes, mais ça, c'est mon point de vue, à moi. Mais je sais pas ce que tu en penses, si ça te va de parler de ça, propension à Pas du consommer d'un tout, côté pas du et tout. épargne ensuite? La propension à consommer, ça peut paraître être un terme un peu barbare et tout. Bon, plus précisément, le concept qui est important, c'est ce qui s'appelle la propension marginale à consommer. C'est-à-dire, si ton revenu en tant que ménage, il augmente de 1%, de combien de combien va augmenter ta consommation? Eh bien, on Mmh. s'aperçoit que plus le revenu d'un ménage augmente, plus la propension marginale à consommer est faible, hein. C'est-à-dire que, pour faire simple, un ménage qui a un revenu faible, si son revenu ou son salaire, par exemple, augmente de 10%, bah, il va dépenser l'intégralité dans des dépenses de consommation. Si c'est un footballeur qui touche, je sais pas moi, 70 000 euros par mois, tu lui donnes 10% de plus, il passe à 77 000 euros par mois. Est-ce qu'il va dépenser les 7 000 euros supplémentaires? Il y a peu de Pas chances qu'il certain. les dépense. Il n'a pas besoin, il a pas besoin de 10% de plus. Bon, hein. Donc ça veut dire que si on veut vraiment si jamais on veut mener une politique de relance par la consommation, il faut absolument cibler les ménages qui ont la propension marginale à consommer la plus élevée. En général, c'est évidemment les ménages à revenus faibles et les classes moyennes, hein. C'est pas les revenus les plus aisés. Donc Clairement. ici, il y a évidemment un enjeu en termes de répartition, un enjeu en termes de fiscalité, hein, qui peut se mettre en place, c'est-à-dire on a les revenus qui augmentent, mais quand on a les revenus qui augmentent et qu'on a déjà des revenus élevés, eh bien, on va être taxé alors qu'on ne sera pas taxé si on a un revenu faible. Mmh. Oui, il y a un enjeu de répartition et puis des choix aussi, hein, de politique économique. Pour l'instant, les choix qui sont faits sont plutôt de donner des revenus à ceux qui en ont déjà beaucoup, mais pour, d'autres, avec une autre stratégie économique qui, en tout cas, est certainement pas keynésienne. Ça, c'est
Ça, c'est à peu près clair. Mais du coup, cette question en fait, pourquoi est-ce que ça pose un problème de donner des revenus à ceux qui vont pas le consommer et que du coup, s'ils le consomment pas, ils l'épargnent? Alors la question de l'épargne chez Keynes, c'est évidemment qui est un point très important. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en dire quelques mots? Oui, et je m'aperçois que tu es vraiment le professionnel de la transition, parce que là, on passe sur l'épargne, et c'est exactement, en général, quand on fait un cours sur Keynes aux étudiants, c'est exactement cette séquence-là qu'on a en général. Bon. Alors l'épargne, oui, l'épargne, c'est un résidu, il faut voir ça comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est un ménage et qu'on a un revenu, eh bien ce revenu, il va se répartir entre, d'une part, la consommation, c'est-à-dire on dépense des biens de consommation, des services, et d'autre part, l'épargne. Donc l'épargne, c'est le résidu, c'est la part du revenu qu'on n'utilise pas à la consommation. Bon. Alors chez Keynes, l'épargne est nocive. Alors bon, certains vont dire ouais, c'est un peu rapide de dire ça, mais en réalité, si vous regardez bien les travaux de Keynes, c'est ça. L'épargne est nocive, c'est-à-dire que l'épargne, c'est une espèce de masse de richesse qui a été créée, qui a été versée à des agents économiques qui décident de la stocker en quelque sorte. Et il faut bien avoir en tête que chez Keynes, ce qui est déterminant dans la dynamique économique, c'est le flux, c'est la circulation. Il faut voir ça un peu comme Mmh. un corps animé en quelque sorte. Et tout ce qui est à l'arrêt, bloqué, stocké, accumulé, eh bien, c'est très mauvais pour l'économie. C'est ça qui est intéressant. Donc l'épargne en soi, euh, elle, est, euh, elle est nocive pour Keynes. C'est pour ça qu'il parlait d'euthanasier les rentiers, ceux qui ont tendance effectivement à accumuler des rentes, mais surtout à accumuler de l'épargne. Euh, Contrairement à la vision des économistes standards, où l'épargne, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la croissance économique, c'est-à-dire qu'en gros, on entend souvent cette idée selon laquelle si dans les pays en développement, ils ont un problème avec la croissance ou pour financer leur économie, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'épargne, se disant. Bon, en réalité, par définition, des pays pauvres, il n'y a pas forcément beaucoup d'épargne, en tout cas globalement, même si certains ont une épargne élevée. Mais le problème, c'est pas ça pour Keynes. Le problème, c'est l'épargne. On a plutôt une vision négative de l'épargne chez Keynes, qui est considérée comme un résidu, et il faut absolument se débrouiller pour essayer de limiter l'épargne, qui encore une fois est un stock accumulé. Et ça, c'est un peu comme de l'eau stagnante, si vous voulez. C'est pas bon pour l'économie. Et oui, et c'est là où il y a la grande différence avec d'autres auteurs. Alors, je pense à un bon vieux Jean-Baptiste Say, par exemple, et lui, je vous en dirai des mots plus tard, cher chat, parce que pour moi, c'est moins fondamental, mais ça, chacun a ses priorités. Mais typiquement, on pourrait dire, enfin, en tout cas, quand on pense parfois à l'économie, on peut se dire, oui, sauf que l'épargne, eh ben, c'est ce qui sert du coup à financer l'investissement. Donc, s'il n'y a Mm. pas d'épargne, il n'y a pas d'investissement. Et Keynes, lui, retourne complètement le truc en disant, mais en fait, c'est non seulement c'est pas l'épargne qui entraîne l'investissement, mais c'est l'inverse. Et ça, c'est un truc qui est très paradoxal, je pense, et qui mérite qu'on l'explique. Et ça rejoint la logique du fameux circuit que tu décris. Alors, comment est-ce possible que non seulement l'épargne n'amène pas l'investissement, mais que ce soit l'inverse, mon cher Jean-François? Bon, alors là, c'est une question qui est délicate parce que chez Oui. les économistes héritiers de Keynes, il y a eu des débats, toujours pas achevés d'ailleurs, pour savoir s'il y a, comment dire, identité entre l'épargne et l'investissement, c'est-à-dire est-ce que c'est la même chose, ou est-ce qu'il y a une relation, on va dire, de causalité. Et relation de causalité en disant, évidemment, l'investissement va déterminer l'épargne. Mmh. Bon, je rentre pas dans ces débats théoriques qui sont très intéressants parce que ça nous emmènerait sur des terrains. Enfin, en tout cas, on sera. Enfin, t'avais promis de faire un pot après, et je crois que malheureusement, on pourra pas faire le pot après si on se lance là-dessus. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement aux économistes standards néoclassiques, on va dire, où c'est l'épargne qui va déterminer l'investissement. Chez Keynes, c'est pas du tout comme ça. C'est l'investissement qui va générer une activité économique et qui va, dans un second temps, générer de l'épargne. Une épargne qui est considérée comme nocive en plus. Donc on inverse complètement la logique des choses. Alors qu'est-ce qui va financer l'investissement chez Keynes? Bon, pour faire simple, dans l'économie de Keynes, ce qui est déterminant, c'est le rôle de la monnaie et notamment le rôle des banques. Les banques ont un rôle décisif dans l'économie capitaliste, selon Keynes, parce qu'elles peuvent créer de la monnaie et à travers leur crédit, elles vont financer l'activité productive et l'économie. Donc, c'est pas l'épargne qui finance l'économie finalement, même si dans les faits c'est en partie vrai. Mais le point de départ,
c'est véritablement le rôle des banques avec leur pouvoir de création monétaire. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, il y a même pas besoin il y a pas du tout besoin d'épargne au préalable pour un investissement, en fait? Il suffit de Absolument pas, on n'a pas mmh, besoin d'épargne préalable, ouais, pour réaliser un investissement. il suffit de faire un crédit concrètement et Bah, ça il sans suffit, c'est pas si simple que ça, oui, voilà, hein, il faut encore que une ça soit fois, accepté. chez les économistes keynésiens et chez Keynes, le rôle des banques est déterminant, mais ça ne veut pas dire que les banques sont complètement passives et que chaque fois qu'une entreprise dit tiens, j'ai envie de financer un investissement, de financer une production, je vais aller voir ma banque et puis elle va m'accorder un crédit, hein. Oui, non, ça marche La pas banque, vraiment elle comme peut ça. créer de la monnaie. Non, ça marche pas comme ça. La banque, elle peut créer de la monnaie potentiellement de façon illimitée, parce qu'elle a un pouvoir de création monétaire ex nihilo. Elle n'a pas besoin d'accumuler des fonds prêtables ou de l'épargne préalablement, hein, mais ça ne veut pas dire qu'elle dit oui à toutes les demandes des entreprises, hein. Si l'entreprise a un projet qui est considéré comme peu viable, qui n'inspire pas confiance, ou qui ne rentre pas dans les critères qui sont imposés par la banque lorsqu'elle accorde un crédit, bah, la banque va dire non, hein, et donc l'investissement ne pourra pas se faire. Mais quand même, c'est ça qui est déterminant, c'est le rôle des banques, hein, dans le financement de l'économie. Les banques créent la monnaie, hein, et on peut pas considérer la dynamique du capitalisme sans ce lien entre les banques, les entreprises, les ménages et l'État, hein. En fait, c'est ça en fait Complètement. l'articulation qui est étroite dans le schéma keynésien. Ouais, ouais, mais ça, c'est peut-être les 2 gros pouvoirs, c'est ce que je disais dans le chat là des banques. C'est un créer la monnaie. Alors évidemment, il faudrait faire le lien avec la banque centrale, et ça, on l'a déjà fait en partie. On a expliqué quelques mécanismes avec Benjamin la semaine Mm, dernière, mm. mais dans l'idée, c'est quand même bien ça, créer la monnaie et puis surtout, en fait, discriminer entre les choix d'investissement. Ça veut dire que c'est bien les banques qui décident par leur accord de crédit ou non, à quel projet d'investissement sera ou pas sélectionné, quoi. Donc là, c'est vrai qu'il y a un véritable Exactement. enjeu. C'est-à-dire que si on décide d'avoir un pôle financier public, par exemple, bah, en fait, on renverse aussi un peu la logique puisque c'est d'un seul coup, pas forcément des banques privées, mais une banque publique qui peut décider de prendre, par exemple, de faire des choses plus risquées, et cetera. Donc il y a effectivement, c'est central, hein, aussi chez Keynes. Je pense que je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais le secteur bancaire, il est central dans l'analyse de Keynes, quoi. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est un truc qui est souvent reproché euh, aux keynésiens aujourd'hui en disant, mais finalement, vous accordez beaucoup de place aux banques dans votre schéma d'analyse, ce qui est vrai. S'il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'agents. Les banques, elles ont une spécificité, c'est qu'elles peuvent elles peuvent financer l'économie sans avoir de ressources préalables. Pour faire simple, hein, je laisse de côté les contraintes prudentielles, etc. C'est-à-dire que par un simple jeu d'écriture, la banque, elle peut vous accorder un crédit de 100 000 euros. Vous avez plus 100 000 euros sur votre compte, vous lui devez 100 000 euros, et puis avec ces 100 000 euros, vous faites votre investissement. Et puis à la fin de votre investissement, ben, vous allez obtenir des revenus grâce à votre activité qui vont permettre de rembourser ce crédit initial, hein. Et c'est un pari que fait la banque sur votre projet, hein. Bon, et effectivement, ça veut dire que les banques sont un acteur essentiel de l'économie, dans l'économie de Keynes, hein. Et ça, c'est parfois difficile à faire comprendre aujourd'hui chez certains qui voient, à juste titre, hein, dans les banques des acteurs économiques qui ont un rôle un peu parasite, hein. Mais en fait, le problème, c'est pas les banques en soi comme structure, enfin comme institution essentielle du capitalisme. Le problème, c'est que les banques aujourd'hui ont complètement transformé leur activité, c'est-à-dire elles n'existent plus pour financer l'économie productive, pour financer l'économie réelle, hein. Mmh. Elles génèrent du crédit pour financer autre chose, alimenter des bulles, de la spéculation, des activités de marché. C'est la financiarisation que décrit très bien Benjamin Lemoine, hein. Complètement. Euh, donc les banques en soi, je me souviendrai toujours, je peux donner une anecdote, hein, Mathieu, là-dessus. C'est Bien sûr. Dominique Plion qui était venu à Grenoble présenter un bouquin d'attaque sur les banques. Et c'était un débat public et il avait été pris à partie, alors gentiment, hein, c'était pas super violent, faut pas exagérer, mais par des gens qui disaient, mais moi je comprends pas que vous, à attaque, vous défendiez les banques comme ça, il faut supprimer les banques, on pourrait s'en passer, etc. Bon. Et Dominique Plion expliquait que bah non, tant qu'on est en économie capitaliste, les banques sont essentielles, hein, et pas seulement en économie capitaliste, hein. Je voudrais rappeler, c'était à l'époque de Keynes, en Russie, une des premières choses que Lénine a voulu supprimer dans le nouveau modèle économique de la Russie, qui deviendra l'Union soviétique, c'était supprimer les banques et la monnaie,
hein, et bon, et rapidement, ils sont revenus en arrière parce qu'ils se sont rendus compte que même dans une économie planifiée, centralisée, on avait besoin de monnaie et on avait besoin de banques pour financer l'activité économique. Alors d'accord, c'est pas une activité essentiellement privée, c'était essentiellement public, mais on a besoin des banques. Donc, encore une fois, attention parfois aux raccourcis un peu rapides par rapport aux banques, hein. Les critiques vis-à-vis des banques aujourd'hui sont justifiées parce qu'elles font n'importe quoi. Mais dans une économie capitaliste, et même au-delà du capitalisme, on a besoin des banques parce que les banques créent la monnaie et c'est ça qui va permettre de financer la production. Et ça, c'est du coup, c'est transition. C'est essentiel, la question de la monnaie chez Keynes, du coup. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une économie monétaire de production? Et du coup, en fait, c'est aussi pour ça, avec ce que tu viens de dire sur Lénine et sur la planification, en fait, l'économie est toujours monétaire et toujours de production. D'ailleurs, finalement, d'une certaine façon, peu importe que ce soit un régime capitaliste ou autre chose. On a toujours, alors ça, si on suit la logique de Keynes, besoin de monnaie, quelque part. Et est-ce qu'on pourrait en dire quelques mots? Alors, peut-être définir ce que c'est une économie monétaire de production, et puis ensuite, une autre notion importante qui est celle de la préférence pour la liquidité, qui explique aussi pas mal de choses, notamment sur l'épargne. Bien, alors, je me limiterai simplement à la vision de Keynes, hein, parce que Keynes raisonnait en économie capitaliste, hein. Donc, après, on peut élargir le schéma qui est passionnant, mais Mm. raisonnons comme Keynes. On est en économie capitaliste. Euh, le schéma d'analyse doit être celui de ce qu'il a appelé une économie monétaire de production. Hein. Et ça, c'est une vraie révolution dans la conception de l'économie à son époque, parce que jusqu'à Keynes, alors à part quelques petites exceptions par-ci par-là, hein, les économistes raisonnaient sans monnaie. C'est-à-dire que ils raisonnaient en termes d'économie d'échange réel, c'est-à-dire sans monnaie. Il y avait des théories de la valeur, mais il y avait des théories des prix, mais il n'y avait pas l'intégration de la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie était un voile, hein, c'est l'expression qu'on utilisait, un voile sur Mm. l'économie, ou carrément on considérait qu'il ne fallait pas l'intégrer dans l'analyse économique. Et le premier qui fait ça de façon magistrale, et surtout influente, parce qu'il y avait d'autres travaux quand même qu'il faisait un peu, c'est John Maynard Keynes. Hein, Keynes va raisonner en économie monétaire de production, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir une production sans monnaie. Il y a un lien étroit entre la sphère monétaire et la sphère productive. Hein, s'il n'y a pas de monnaie, on ne peut pas produire, parce que la production, c'est un pari sur l'avenir. Et il faut donc bien qu'il y ait quelqu'un qui amorce la pompe, en quelque sorte, en accordant un crédit et donc en créant de la monnaie, d'où le rôle des banques. Mm. Alors après, Mathieu, tu parlais de préférence pour la liquidité. Une des difficultés qu'on peut avoir très souvent pour comprendre l'analyse de Keynes et de la monnaie, une fois qu'on a bien compris que chez lui, la monnaie était incluse d'entrée de jeu dans son raisonnement, contrairement aux autres économistes à son époque, là, ça devient plus complexe parce que ce qu'on retient de la théorie monétaire de Keynes, c'est essentiellement la théorie de la préférence pour la liquidité, qu'on a dans l'ouvrage de 1936, la théorie générale. Et malheureusement, souvent on retient que ça. Je dis malheureusement parce que c'est la théorie de la préférence pour la liquidité, c'est une théorie en quelque sorte qui explique la détention de monnaie. Pourquoi est-ce qu'on détient de la monnaie? Mm. On détient de la monnaie parce qu'on a besoin de monnaie pour réaliser des transactions, c'était les premiers motifs, parce que par précaution, hein, c'est-à-dire que face à l'incertitude, on garde de la monnaie, ou on préfère vraiment des actifs les plus liquides possibles. Et puis il y a le motif de spéculation. Bon. Mais en réalité, chez Keynes, il y a une analyse de la monnaie qui est beaucoup plus complexe que ça. Et on ne la trouve pas nécessairement incluse dans la théorie générale. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment analyser l'œuvre de Keynes dans l'ensemble, enfin dans son ensemble, pour comprendre vraiment l'intégralité de la théorie monétaire de Keynes. Et Mm. on peut la résumer de la manière suivante en disant chez Keynes, on est en économie monétaire de production, la monnaie sert à financer la production. Et ça, il va le théoriser de façon beaucoup plus explicite dans des articles qu'il va rédiger en 1936-37, après la publication de la théorie générale. Et les spécialistes de Keynes appellent ça les articles sur le motif de finance, c'est-à-dire il va expliquer que la monnaie, il va expliquer le lien étroit qu'il y a entre la monnaie et le financement de la production. Mais ça, malheureusement, on l'a pas de façon, comment dire,
explicite et cohérente dans la théorie générale. Dans la théorie générale, on a juste la théorie de la préférence pour la liquidité. Alors, certains économistes spécialistes de Keynes vont se battre, se disputer pour savoir est-ce que c'est la préférence pour la liquidité ou le motif de finance qui révèle la vraie nature de la monnaie chez Keynes. Bon, en réalité, c'est parfaitement complémentaire. Hein. Chez Keynes, la monnaie est créée pour financer la production, donc ça, c'est le motif de finance. On trouvait ça aussi dans un ouvrage de 1930, le traité sur la monnaie. Et puis, on complète avec la théorie de demande de monnaie. Pourquoi est-ce qu'on détient la monnaie? On détient la monnaie parce que c'est un actif liquide. Et ça, on le trouve dans la théorie générale. Donc, il faut vraiment avoir ces deux approches-là. Si on va plus loin encore dans l'analyse, certains considèrent que la théorie de la préférence pour la liquidité, c'est la théorie de la demande de monnaie chez Keynes. Et puis, il faut compléter avec la théorie de l'offre de monnaie, avec une vision, on va dire, endogène de la monnaie, qui a été largement développée ensuite par les post-keynésiens. Et ça, on trouve cette approche-là dans d'autres travaux, les articles de 37-38, et puis le traité sur la monnaie de 1930. Alors attends, il y a des gens dans le chat qui disent que ils ont un peu bloqué sur la préférence pour la liquidité. Peut-être qu'on peut revenir un tout petit peu là-dessus. En fait, la question que pose Keynes, tu m'arrêtes et tu me diras si je dis une bêtise, hein, c'est pourquoi est-ce qu'on préfère détenir de la monnaie, donc de la liquidité. En fait, Miette et Lisa dans le chat, là, si tu veux, la monnaie, c'est l'actif le plus liquide. Tu peux détenir autre chose que de la monnaie, mais la monnaie, ça te permet toujours d'aller faire tes courses, quoi, ou d'être accepté par d'autres agents. Et donc, pour tout un tas de raisons, les agents ont une préférence pour la liquidité, donc pour la monnaie, pour plusieurs motifs. Donc, par exemple, ça peut être motif de précaution. Si tu as peur pour l'avenir, bah, tu préfères détenir de la liquidité, donc de la monnaie. Ça peut être pour motif de spéculation. Ça veut dire que tu te dis, bah, il y a peut-être des bonnes affaires à faire dans pas longtemps, par exemple sur les marchés financiers. Je préfère détenir de la monnaie maintenant pour détenir autre chose un peu plus tard qui me rapportera plus. Et puis le troisième motif, évidemment, mon cher Jean-François, c'est motif de tu as expliqué transaction, précaution, spéculation. Voilà, c'est ça. C'est que la monnaie, ça sert évidemment à faire ses courses. Donc transaction. Donc c'est ça, Miette et Lisa, la logique de la préférence pour la liquidité. Et pourquoi c'est novateur? C'est que les économistes avant, en fait, ils pensaient que les agents ne voulaient jamais détenir de la monnaie. Ils veulent détenir des choses, à la rigueur, des biens, mais ils veulent pas détenir de la monnaie parce qu'en fait, si jamais tu gardes de la monnaie, eh ben, en fait, tu perds concrètement du pouvoir d'achat au fur et à mesure. Si jamais les prix augmentent, la valeur de ta monnaie diminue progressivement. Donc l'idée, c'est celle-là. Je ne sais pas si j'ai dit ça dans les grandes lignes, mais si. Exactement ça. Il y a un autre point qu'on n'a pas, enfin un point qui est lié à ça qu'on n'a pas mis en avant, c'est que si Keynes s'intéresse à la détention de monnaie, bon, déjà c'est très original par rapport aux autres économistes de son époque, mais c'est aussi parce qu'en fait il est, il est obsédé par la question de la détention de monnaie, l'accumulation de monnaie. C'est Bernard Maris, le regretté Bernard Maris et le regretté Gilles d'Ostaler, qui était un chercheur québécois, qui avait fait plusieurs bouquins là-dessus, vraiment passionnants, et qui montraient comment, en réalité, Keynes était fortement influencé par des variables psychologiques. Il avait échangé avec Freud sur des questions de psychanalyse, et en réalité, il a été influencé par cette époque-là. Pour lui, la détention, l'accumulation d'or, c'était une pathologie. C'est-à-dire, à son époque, on était encore à l'époque de l'État en or. Lui, il considérait que c'était la maladie de son époque. Les agents veulent accumuler de l'or, un peu comme dans les films qu'on voit avec Yves Montand et Louis de Funès. Là, bon, et pour lui, ça, c'est ce qu'il y a de pire dans l'économie. Donc en fait, il faut se débarrasser de ce que Keynes appelait le fétichisme de l'or et le fétichisme de l'accumulation d'argent. La monnaie, elle est faite pour circuler. C'est un flux, c'est quelque chose qui doit circuler, sinon il n'y a pas de dynamique économique. Si elle devient un stock, c'est-à-dire si elle a accumulé sous forme de richesse accumulée, eh bien ça sert strictement à rien. Ça, c'est vraiment très important, hein. Et puis, du coup, ça me permet en plus de faire transition, mon cher Jean-François, la question de l'euthanasie des rentiers. Que voulait-il dire par là, Keynes? Parce qu'en fait, s'il parle de l'euthanasie des rentiers, c'est justement ceux qui, comme tu le dis, cherchent à accumuler de la monnaie sous une forme ou une autre et qui, d'une certaine façon, fait des fuites en permanence dans le circuit et qui finit par appauvrir tout le monde, quoi. Oui. Bah, disons que le rentier,
Enfin, il y a deux enjeux. Il y a le fait que déjà le rentier est associé à l'épargne. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'épargne est nocive. Il faut absolument éviter comment dire, d'avoir de l'eau stagnante en quelque sorte qui sert à rien. Et puis d'autre part, il y a un problème de répartition, c'est-à-dire que le rentier, il est aussi dans une position où lui, il obtient des revenus qui sont pas forcément liés à l'activité productive. Hein, il y avait aussi cette logique chez Keynes, on a tendance un peu à l'oublier. Donc il parle d'euthanasie du rentier, qui est un terme qui est assez violent, mais qui en réalité l'est pas tant que ça. Hein, il s'agit simplement d'avoir euh, une dynamique économique qui est tirée par les agents économiques. Et malheureusement, il y a un agent économique qui ne permet pas à l'économie d'être dans une dynamique de croissance et de répartition, c'est le rentier, hein, qui accumule et qui finalement ne sert à rien dans l'économie, quoi. Et oui, c'est ça en fait. La figure détestée par Keynes, c'est bien celle-là, quoi. Celle du rentier. Et malheureusement, les rentiers n'ont certainement pas disparu. On pourrait Ah même non, dire qu'ils se portent aujourd'hui, très bien. oui, aujourd'hui, on est dans un monde, dans un capitalisme financiarisé, où véritablement le problème, aujourd'hui encore, c'est le rentier. Enfin, les Hmm. rentiers, sous des formes très diverses, très différentes évidemment de celles de l'époque de Keynes, mais c'est toujours le même problème. Et oui. Et c'est là où on peut voir aussi ce qui se cache derrière les politiques menées par les gouvernements successifs comme idée économique. Et donc typiquement, évidemment que pourquoi est-ce que les gouvernements sous Macron ont voulu, comment dire ça, favoriser ces rentiers, c'est qu'il y a une certaine logique derrière, qui évidemment est anti-keynésienne. Est-ce que tu penses qu'on pourrait les décrire comme ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, l'idée que, enfin, si on est keynésien, la volonté, c'est justement de répartir en partie et d'euthanasie ses rentiers. Alors, comment est-ce qu'on explique que Macron fasse exactement l'inverse? Bah, peut-être parce qu'il n'est pas keynésien, C'est ça. enfin, faudrait... Mais oui, non, mais bon, en tout cas, tu mets le doigt sur une question essentielle. Keynes raisonne en économie monétaire de production, mais évidemment que derrière, il y a la question de la répartition qui est déterminante, hein. Mmh. Alors ça, Keynes, comment dire, c'était pas, enfin, c'est pas qu'il s'était pas arrêté là-dessus, mais en fait, ça a été davantage développé par ses héritiers, hein. Les économistes post-keynésiens, ils sont à fond sur ces questions de répartition, hein, beaucoup plus que lui. Mais c'était quand même présent, hein. Il y avait une vision quand même de la société où on devait répartir les richesses et puis surtout réduire des inégalités, hein. C'était pas que le chômage le problème principal de Keynes. Mmh. Ouais, complètement. Et ces problèmes-là n'ont pas du tout disparu, hein, ce qui fait qu'il y a certains outils intellectuels qu'on peut continuer à piocher chez Keynes qui rendent ça, très intéressant. Alors là, on peut peut-être faire aussi du coup le lien entre, en gros, on va faire un petit cycle Keynes post-keynésien là jusqu'en avril. Et ensuite, on passera plutôt à Marx, où voilà, on aura Cédric Durand qui viendra parler un peu de Ah, Marx, super. de ce que ça veut dire être marxiste. Moi, je pense qu'il y a évidemment des ponts, ça c'est mon point de vue, mais entre Keynes et Marx qui sont très importants. Et je me dis que c'est toujours bien de commencer par Keynes pour ensuite voilà, aller vers Marx. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien le faire. Mais du coup, est-ce que Keynes était un bourgeois qui voulait sauver le capitalisme? C'est un peu comme ça qu'on le présente Ah souvent oui, parce de que. toute évidence, ça c'est une évidence, hein. Il venait de la bourgeoisie, et c'est évident que pour lui, le capitalisme, il n'était pas dans, enfin, il n'utilisait pas des formules ambiguës comme on trouve parfois aujourd'hui. Certains économistes parlent de dépassement du capitalisme. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dépasser le capitalisme? Enfin bon, c'est Thomas Piketty notamment qui utilise souvent cette expression. Bon, euh, il voulait sauver le capitalisme, mais il considérait que c'était finalement un modèle économique qui n'était pas forcément le plus mauvais, mais évidemment, il voulait complètement le transformer, hein. Mmh. Euh, il considérait que le laisser-faire, c'est-à-dire le libéralisme économique, ça n'avait pas de sens. Il faut que l'État intervienne massivement pour soutenir l'activité et éviter les problèmes de chômage, mais aussi parce que l'État, contrairement à une vision qu'ont souvent les économistes entre guillemets libéraux, l'État c'est le seul agent dans l'économie qui peut avoir, si je dis qui peut parce que malheureusement c'est pas toujours le cas, qui a une vision globale de l'économie et de la société et surtout qui a une vision de long terme, hein. Et Si vous oui. prenez tous les autres agents économiques, un ménage, comment il raisonne? Bah, il ne raisonne pas forcément à long terme, il n'a pas une vision globale de l'économie, il raisonne pour lui. Une entreprise, c'est pareil, elle cherche à faire des profits. Et donc, on a besoin de l'État qui doit intervenir. Keynes parle de socialisation de l'investissement, mais il reste attaché au capitalisme. Alors après, si on raisonne plus en termes de philosophie politique, hein, ou de modèle politique, il est évident que Keynes, comment dire, était attaché à la bourgeoisie,
il expliquait hein, qu'il était contre la lutte des classes, il était très hostile à la lutte des classes, et que si jamais, effectivement, il y avait une guerre civile ou des conflits ou une révolution, bah, il serait du côté de la bourgeoisie, hein, pas du côté de la classe ouvrière. Donc oui, c'est un bourgeois qui voulait sauver le capitalisme, mais pas uniquement pour sauver la classe à laquelle il appartient, à mon sens, mais aussi parce qu'il considérait que c'était le meilleur système économique. Oui, parce qu'il considérait aussi que si on laissait le capitalisme s'effondrer, ça allait aussi détruire sa classe. Donc, d'une certaine façon, une Oui, manière d'expliquer à sa propre classe que si vous n'acceptez pas certains changements profonds de la manière dont le capitalisme fonctionne aujourd'hui, je pense notamment après 1929, vous allez devoir vous confronter à la lutte des classes, quoi. alors, on peut voir ça comme ça, hein, Mmh. mais encore une fois, enfin, si tu veux, les débats entre les pro-keynésiens purs et durs et les pro-marxistes purs et durs, si tu veux, souvent la discussion, elle aboutit à la conclusion. Enfin, les marxistes vont dire aux keynésiens, bon, Keynes c'était un social trait, il voulait sauver le capitalisme, etc. Bon, et puis les keynésiens, bah, ils répondent, bah oui, mais d'accord, mais vous nous parlez de révolution, à chaque fois qu'il y a une crise, vous nous dites, ça y est, c'est le grand soir. Bah, la révolution, là, toujours pas, hein. Le capitalisme, c'est un système économique qui évolue et qui, justement, arrive à se régénérer, que ça vous plaise ou non, à travers les crises économiques, hein. Finalement, l'histoire du capitalisme, c'est un peu ça, hein. C'est des formes de capitalisme qui se sont transformées sous le poids des crises, notamment, hein. Donc forcément, les marxistes purs et durs et les keynésiens purs et durs pourront pas s'entendre. Alors néanmoins, évidemment, heureusement, il y a des passerelles. En France, il y a une école qui s'appelle l'école de la régulation, qui est une espèce de synthèse, on va dire, entre Keynes et Marx, hein, pour faire simple. Et c'est très cohérent hein, comme schéma d'analyse, hein. Mmh. Mais on est d'accord, Keynes voulait sauver le capitalisme, hein, ça c'est sûr. Après, attention, des fois on lit des trucs sur Keynes qui sont erronés, hein. Par exemple, moi je me souviens avoir lu pas mal de choses expliquant que Keynes était, comment dire, euh, un, un farouche anticommuniste primaire. C'est vrai dans les années 30. Hein, par exemple, il refusait dans ses cours des étudiants qui étaient trop, qui étaient trop militants politiquement, on va dire. Donc là, effectivement, on pourrait dire que c'est une vision extrême. Mais en 1917, lorsqu'il y a les révolutions russes, si on lit la correspondance qu'il a avec sa mère, il explique que ce qui est en train de se passer en Russie, pour lui, comment dire, ça le stimule fortement. Hein, il écrit à sa mère, bien que je ne sois pas bolchevique, je me réjouis de ce qui se passe, c'est super, ils sont en train de renverser l'ordre établi, bon, etc. Bon. Donc en 1917, quand on lit ça, on se dit, mais c'est un révolutionnaire, quoi. Bon, euh, Oui. ça n'empêche pas, 15 ans plus tard, de virer des étudiants de son cours qui sont communistes, hein. En 1925, Keynes va en Russie, il en revient enchanté sur certains points et puis dégoûté sur d'autres, hein. Il se dit, bon, ce qui est génial en Russie, c'est qu'ils ont remplacé la foi dans l'argent, c'est-à-dire toujours cette histoire d'obsession de l'argent accumulé, etc. Ils trouvent ça génial. Ils disent, en fait, ils ont remplacé la foi dans l'argent et la foi dans Dieu par la foi dans un nouveau modèle de société. Et il trouvait ça génial, quoi. Même si au bout d'un moment, il va prendre ses distances avec ce modèle de société. Hein, et quand il revient de Moscou, il dit, bah, nous, ici en Angleterre, bah, on est prisonnier d'une foi soit religieuse, soit une foi dans les talons or, hein, c'est-à-dire l'accumulation de l'argent. Mmh. Et ça le dégoûtait profondément, hein. Donc attention, c'est assez ambigu, il a évolué au fil du temps. Bon, en tout cas, il y a un truc qui n'a pas changé, ça c'est sûr, c'est qu'il n'était pas la lutte des classes, la dictature du prolétariat. On est d'accord, c'était pas son truc, hein, Oui, c'est ça c'est ça. évident. Il était pas fan de cette Ah, pas du logique-là. tout, C'est là la grande distinction avec Marx, ça, il y a aucun doute là-dessus. exactement. C'est assez clair. Alors peut-être qu'on pourrait parler 2 minutes peut-être maintenant de sa vision plus nationale et internationale justement. Qu'est-ce qu'il pensait du libre-échange? Qu'est-ce qu'il pensait du protectionnisme? Et j'ai l'impression il a pas mal évolué en fait au cours de sa vie, hein. Entre le premier Ouais. Keynes et le dernier Keynes, il y a eu, des changements de posture là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots? Parce que c'est évidemment des questions qui nous traversent, nous toutes et tous en ce moment, hein, c'est des questions essentielles. Bon, tu l'as bien dit, Keynes a évolué sur ces questions-là, mais comme sur plein d'autres questions, Mmh. hein. D'ailleurs, je l'avais mis de côté là, ce bouquin, mais il faut que je vous le montre parce que pour moi, s'il y a un seul bouquin à lire sur Keynes, c'est celui-ci finalement. Euh, il s'appelle Keynes et ses combats par Gilles Dostalaire. Ce qui est bien, c'est que tu as choisi le plus petit.
Bah, plus petit, Vous avez il vu le fait pavé? seulement 500 pages. Bon, après, il y a des petits bouquins, Attends, hein, comme je vais le celui-ci. mettre dans le. Il y a plein de petits bouquins qui sont Ouais. bien faits, etc. Bon, mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre Keynes, le personnage, et qui veulent enfin, comprendre vraiment le vrai Keynes, hein, je pense que c'est ça. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de bouquins sur Keynes qui, comment dire, enfin, tous ceux qui sont fascinés par Keynes ont tendance à, comment dire, à faire des interprétations personnelles de Keynes. Mais comme sa pensée a évolué, ben, forcément, on va aller dire, bah, Keynes, il a dit ça, et retenir que ça, alors qu'en réalité, parfois, il a dit son contraire. Bon, hein, donc, il faut bien voir l'évolution de Keynes comme une trajectoire, et c'est Gilles d'Ostaler dans ce bouquin-là, Keynes et ses combats, qui explique que Keynes, en fait, sa trajectoire, c'est essentiellement la prise de distance avec ce qu'il appelait enfin ce que Dostaler appelle l'héritage marshallien, c'est-à-dire l'héritage de Marshall, qui était un économiste néoclassique, qui est le père spirituel, on va dire, en économie de Keynes. Hein, et en fait, Keynes, très influencé par Marshall, va progressivement prendre ses distances par rapport à ça et vraiment être carrément comment dire, en opposition, enfin en rupture, en rupture plus exactement, avec les thèses marshalliennes. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que sur beaucoup de choses, il va évoluer, et notamment sur sa conception des relations internationales, hein, sur les relations commerciales internationales. Hmm. Alors, est-ce qu'il était favorable au libre-échange? Moi, je me souviens d'un bouquin, je ne citerai pas l'auteur, qui commence le manuel d'économie pour des étudiants en prenant une citation de Keynes qui date de 1915, où Keynes fait l'apologie du libre-échange. Et en disant, ben voilà, tous les économistes sérieux sont favorables au libre-échange, et il cite Keynes. Bon. Le problème, c'est que si on prend Keynes 1932-1934, c'est-à-dire au moment de la crise des années 30, Keynes à ce moment-là devient protectionniste. Hein. Hmm. Il prône l'autosuffisance nationale. Enfin, quand même, c'est quand même des termes qui sont forts, quoi. Hein, donc globalement, typiquement, Keynes a été un économiste qui était pas forcément favorable au libre-échange comme l'étaient certains à son époque, mais il s'en est détaché, et à un moment donné, il est devenu protectionniste, ce qui ne veut pas dire que, comment dire, il prône le repli national, des choses comme ça. Hein. C'est quand même plus complexe que ça. Euh, il prônait le protectionniste, enfin l'autosuffisance nationale dans son pays, l'Angleterre à l'époque, parce que il constatait que malheureusement, il n'y avait aucune possibilité de se coordonner à l'échelle internationale. Hein. Les États n'étaient plus dans un schéma de coopération internationale, c'était le chaos, ça partait dans tous les sens, chacun développait sa propre stratégie, et Keynes regrettait ça en disant le meilleur schéma, c'est la gouvernance mondiale, c'est la coopération, mais à défaut, on est obligé de faire de l'autosuffisance nationale. Voilà. Toute Hein, donc ressemblance c'est avec des quand même très complexe. situations. Toute ressemblance avec des situations qu'on connaît aujourd'hui, serait, j'imagine, purement fortuite. Ouais. Dire ça comme Et, ça, ouais. et ouais, on a, ça fait Et ça. encore une fois, enfin, je voudrais vraiment que tout le monde comprenne un truc, c'est que malheureusement, il vaut mieux lire Keynes directement, hein, même si c'est mal écrit, enfin mal traduit souvent en plus. Mais il vaut mieux lire Keynes que lire tous les bouquins qui sortent sur Keynes, à part Hmm. d'Ostaler, qui est vraiment super. Et puis Bernard Maris aussi, j'ai oublié de le citer, mais Bernard Maris, comme première approche, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Euh, parce que en réalité, chacun va interpréter Keynes à sa manière, parce qu'effectivement, on va pouvoir trouver chez Keynes du bleu, du jaune, du vert, du rouge, selon la couleur qu'on préfère, quoi, selon les époques. Alors, c'est pas vrai sur tous les sujets, mais sur de nombreux sujets, c'est comme ça quand même. Hmm. Ouais, mais du coup, je pense qu'il y a au moins un chapitre, moi, qui m'avait marqué à l'époque, évidemment, comme beaucoup de monde, qu'on essaiera de lire en live, c'est le chapitre 12, le fameux. Ah oui. Donc ça peut peut-être permettre de faire le lien avec la vision que Keynes avait de la finance, de la spéculation. Alors aujourd'hui, il y a évidemment des choses d'actualité, GameStop, ce genre de choses-là. Donc le chapitre 12 traite en partie ce qu'il appelle l'état de la prévision à long terme et du coup aussi des questions d'à quoi servent les marchés financiers. Alors, est-ce que tu penses qu'on pourrait en dire quelques mots? À mon avis, il y a quelque chose de fondamental aussi dans la pensée de Keynes là-dedans. Alors, si il y a quelque chose enfin, s'il y a quelque chose qui est quand même incroyable quand on relit, alors que ça a été écrit il y a plus de 80 ans maintenant, euh, c'est justement ce chapitre 12, et puis il y a d'autres chapitres aussi, lorsqu'il s'intéresse à la place de la finance.
Parce que ce qu'il a écrit il y a 80 ans, on a l'impression que c'est écrit aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit en fait, on a des marchés financiers qui fonctionnent comme si on était dans une économie casino. Hein. C'est-à-dire, bon, les marchés financiers sont déconnectés de la réalité, quoi, en quelque sorte. Bon. Et puis, si on regarde comment ça se passe sur les marchés financiers, ben, on s'aperçoit que les comportements, ils sont pas, entre guillemets, rationnels. Euh, Rationnels au sens où on cherche pas nécessairement, comment dire, à regarder si les critères de décision qu'on a, ils sont conformes à une réalité économique. Ils sont conformes à des fondamentaux. Hein, c'est-à-dire, on vend l'action d'une entreprise alors qu'a priori, priori, elle est plutôt en bonne santé économique, elle fait des investissements, bonne santé financière, quoi. Et il commence à décrire comment se font les anticipations sur les marchés financiers. Et il décrit, par exemple, tout un phénomène de comportement mimétique. Hein, il utilise le terme. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas chercher, comment dire, la vraie position, la vraie réalité sur le marché. On va chercher plutôt à dominer, enfin à dominer, à comprendre la vision dominante du marché. Hmm. Alors je vais donner un exemple parce que, alors cet exemple il est difficile à présenter parce que en fait aujourd'hui on a l'impression qu'il est sexiste ou misogyne. Bon, aujourd'hui oui, c'est une présentation sexiste et misogyne, mais à l'époque ça l'était pas. Et cette présentation, c'est la parabole du concours de beauté qu'on trouve dans la théorie générale. Et voilà comment Keynes explique le fonctionnement des marchés financiers. Il dit, ben en fait, les agents économiques sur les marchés financiers, ils se comportent comme si on était dans un concours de beauté. On devait chercher à deviner, dans un concours de Miss, quelle serait la Miss qui finalement sera élue plus belle Miss, Miss du pays ou Miss de la région. Bon. Et il dit, si on se met à la place d'un membre du jury de ce concours de beauté, bah comment on va définir son choix? Est-ce qu'on va définir son choix en fonction de ses propres préférences personnelles? C'est-à-dire, moi j'ai des critères de beauté, je trouve que ça correspond plus à telle Miss plutôt qu'à une autre. Hein, donc vraiment, on va dire une rationalité vraiment subjective, hein, en fonction de ses préférences personnelles. Ou est-ce que je vais plutôt chercher à essayer de deviner, compte tenu du vote des uns et des autres, quelle sera la Miss qui sera élue? Et ben, en réalité, sur les marchés financiers, ça fonctionne comme ça. On ne cherche pas à se faire un avis personnel subjectif. On essaye de deviner quelle est la position dominante du marché ou la décision moyenne en quelque sorte. Et donc, on va avoir tendance à avoir des comportements mimétiques, à copier les autres. Alors, ça peut paraître absurde, hein, mais en réalité, c'est parfaitement rationnel. Hein, si tout le monde si le marché dans son ensemble considère que le prix de l'action totale va se casser la figure, moi si je considère que j'ai analysé le dossier de près, je considère que l'action totale devrait monter, est-ce que je vais prendre une position par rapport à la baisse ou par rapport à la hausse? Bah, si je suis, comment dire, attaché à la vérité ou comment dire, à la valeur fondamentale d'une action, eh bien, je vais prendre la mauvaise décision parce qu'au bout du compte, je vais être perdant. Et donc, si je veux être gagnant, ben, il vaut mieux que je me trompe avec tout le monde plutôt que d'essayer d'avoir tout seul. Et sur les marchés financiers, c'est comme ça. Hein. On voit bien que sur les marchés financiers, il y a des comportements mimétiques, qu'on cherche les uns les autres se copient, qu'il y a des rumeurs qui sont balancées. Hein, et finalement, on arrive à des évolutions erratiques des marchés financiers qui sont complètement déconnectées des fondamentaux et de la réalité. Hein. Et c'est déjà décrit par Keynes en 1936, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Hein, et celui qui l'explique le mieux en France, c'est André Orléans, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Alors André Orléans, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui, il va plus loin que Keynes et il montre qu'en réalité, cette rationalité qui consiste à regarder ce que font les autres, à essayer d'anticiper la position dominante du marché, même si ça n'a rien à voir avec la réalité de l'économie ou avec les fondamentaux de l'entreprise, eh bien, c'est parfaitement rationnel. Hein. André Orléans appelle ça la rationalité autoréférentielle, c'est-à-dire que je vais regarder ce que font les autres et j'ai intérêt, de toute façon, à essayer de faire comme les autres, mais avec un coup d'avance, parce que je ne peux pas avoir raison tout seul,
il vaut mieux que j'essaie d'anticiper quel est le prix, enfin la position dominante du marché. C'est une convention en quelque sorte, hein. Hmm. Et ça, c'est quand même hallucinant que Keynes ait décrit ça si bien en 1936, hein. On peut Complètement. lui reprocher cette parabole sexiste, misogyne. Il aurait pu prendre un autre exemple, mais en réalité, c'est très parlant. Ouais, absolument. Non, mais c'est vrai que ce chapitre-là, on le lira parce que ça dit beaucoup de choses et c'est tellement actuel. C'est effectivement très intéressant. Et puis on lira aussi les petits bouts d'André Orléans en même temps. Mm. André Orléans qui, effectivement, a beaucoup écrit sur ces éléments-là et qui a très bien décrit, je trouve, la crise de 2008. Ça peut être l'occasion Exactement. de se replonger dedans. Il appelait ça de l'euphorie à la panique. Déjà en 2009, à l'époque, on lira des petits morceaux de ça. Donc, très intéressant. Qu'est-ce que tu dirais maintenant de la vision qu'avait Keynes du système monétaire international? Je pense qu'on peut peut-être, sur les grands éléments, il y en a encore quelques-uns, mais c'est peut-être un des derniers gros éléments, peut-être aussi un des plus importants, hein, la vision qu'il avait de ce qu'aurait dû être le système monétaire international. En fait, pour le dire vite, de ce qu'aurait dû être l'équivalent du FMI. Ça peut être, heu, ça peut être vraiment intéressant, je pense. Et puis en plus, c'est ta spécialité, si j'ai pas de bêtises. Alors Keynes a eu un rôle vraiment majeur là-dedans parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, enfin Keynes était le chef de la délégation britannique dans les grandes conférences internationales à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, notamment la fameuse conférence de Bretton Woods, où on a construit le nouvel ordre monétaire et financier international pour plusieurs décennies, hein. Et, et Keynes avait un projet, alors on appelle ça le plan Keynes pour faire simple, qui était fondé sur l'idée suivante. Lui, il considérait, première chose, qu'il fallait absolument éviter de reproduire la situation des années 30 où on avait un chaos monétaire, où chacun développait sa propre stratégie, des stratégies monétaires non coopératives, et finalement ça tirait tout le monde vers le bas, quoi. On se faisait la guerre à travers la monnaie, les taux de change, etc. Donc, il faut créer un schéma de coopération internationale, un ordre qui va être structuré avec des règles, des principes, bref, un vrai système monétaire international. Et concrètement, ce système qui est préconisé par Keynes s'appuie sur l'idée qu'il faut mettre en place une monnaie supranationale. C'est-à-dire qu'il considère que si on veut favoriser les échanges internationaux dans des conditions équilibrées, eh bien, il faut se débarrasser d'une part de la référence à l'or, qui pour lui est une relique barbare, hein, c'est une expression qu'il utilisait. L'or, c'est un truc aberrant, quoi, c'est une marchandise, ça n'a pas de sens. C'est pas ça qui doit structurer la dynamique économique et les échanges internationaux. Donc se débarrasser de l'or, et puis aussi se débarrasser de l'idée qu'on pourrait utiliser à l'échelle internationale la monnaie d'un pays. Et ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les relations monétaires internationales sont structurées autour du dollar, qui reste la principale monnaie internationale. Et donc, il proposait une monnaie supranationale qu'il appelait le Bancor. Et donc, à l'arrivée, on a un schéma qui est vraiment très très simple, hein. On est en change fixe, c'est-à-dire que tous les pays définissent une parité fixe mais ajustable par rapport à cette unité de compte qui s'appelle le Bancor. Le Bancor est une monnaie uniquement supranationale qui sert uniquement dans les comptes internationaux, dans les échanges internationaux, pour faire simple. Chaque pays garde sa monnaie à l'échelle nationale. Donc on a en fait en quelque sorte un truc à deux étages. Chaque pays a sa monnaie qui fonctionne uniquement en interne, à l'intérieur de son espace d'émission. Et pour les relations internationales, on utilise la monnaie supranationale. Alors pourquoi c'est génial sur le papier? Tout d'abord parce que on se détache des contraintes de l'étalon or, on se détache des contraintes liées à l'utilisation d'une monnaie nationale comme monnaie internationale, hein, comme aujourd'hui, hein. Le fait que le dollar soit la monnaie internationale génère des distorsions, des asymétries dans le système international qui pénalisent notamment les pays en développement. Et puis c'est hyper simple, hein. C'est simplement un système de compensation. C'est les banques centrales qui, entre elles, vont avoir leur compte débité ou crédité en Bancor. Donc hyper simple comme mécanisme. Bon. Alors malheureusement, son projet n'a pas été retenu. C'est le plan américain qui s'était imposé à l'époque, le plan White, hein, qui préconisait un système de change fixe aussi, mais un étalon de change or, c'est-à-dire qu'on gardait à la fois la référence
à l'or en dernier ressort, hein, on utilisait la monnaie dollar, la monnaie américaine, comme monnaie pivot de système international. Et c'est le truc qui a prévalu jusqu'aux débuts des années 70 et qui continue d'exister à travers les talons dollars aujourd'hui, hein, indirectement. Alors, c'était un schéma idéal sur le papier. Alors bon, moi, comment dire, je me fais souvent taper sur les doigts quand j'en parle avec mes collègues keynésiens, hein, parce que mes collègues keynésiens, eux, ils sont très fans du Bancor. Moi, je considère que c'est un projet qui reste encore aujourd'hui relativement utopique, parce que sur le papier, c'est presque parfait. Hein, il y a quelques limites qu'on peut mettre en évidence, mais son application aujourd'hui reste quand même difficile à mettre en œuvre. Tout d'abord, il faut convaincre les États-Unis d'abandonner la suprématie du dollar au niveau international. Donc imaginons un sommet du G20 où on se réunit, puis on dit, bon, ok, maintenant les États-Unis, c'est terminé l'histoire du dollar international. Le dollar, ce sera uniquement la monnaie des États internes aux États-Unis d'Amérique. Hein, c'est tout. Bon, là, ça risque d'être compliqué hein, de convaincre les États-Unis de le faire, d'abandonner leurs privilèges exorbitants, hein, pour reprendre une expression ancienne. Bon. Oui, ça, je pense qu'il faut l'expliquer en 2 secondes. La monnaie qui, de fait, aujourd'hui joue ce rôle dans l'économie internationale, c'est le dollar. Toutes les autres monnaies sont en fait, ouais. c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. En fait, la quasi-totalité des monnaies sont exprimées par rapport au dollar, qui sert de référence mondiale. C'est un peu ça l'idée, quoi. Oui. Et ça génère des inconvénients pour les États-Unis, mais ça confère quand même beaucoup d'avantages. Et puis à l'inverse, les pays à monnaie entre guillemets périphérique, hein, c'est-à-dire les petits pays, notamment les pays en développement, eux subissent toutes les contraintes liées à ce système complètement asymétrique. Ils doivent, ça veut dire qu'ils doivent capter du dollar pour faire du commerce international. Comment on fait pour capter du dollar? Soit on s'endette, hein, ou soit on se débrouille pour avoir tout le temps une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire exporter plus qu'importer. Et ça, évidemment, c'est pas un modèle économique viable de long terme, hein, qu'on cherche uniquement à exporter pour accumuler des devises. Bon. Oui, ça, on oublie de dire que si on exporte beaucoup, ça veut dire que d'autres importent beaucoup et qu'il est parfaitement impossible que dans l'économie mondiale, tout le monde exporte. C'est juste pas possible. Et puis bon, après, il y a aussi une dernière contrainte aussi, c'est que dans le système du plan Keynes, sur le système monétaire international, on reste en change fixe, mais ajustable, mais plutôt fixe. Et là, il faudrait convaincre la finance internationale, enfin les acteurs de la finance internationale, de revenir à un système globalement de change fixe. Or, je me souviens plus si Benjamin en avait parlé la dernière fois, mais la principale source de revenus de la finance internationale, c'est précisément lié à la volatilité des taux de change. C'est-à-dire le fait que les taux de change soient fluctuants, on prend des positions, des arbitrages, on vend des produits d'assurance qui permettent de générer des revenus. C'est la principale source de revenus. Donc convaincre l'international d'abandonner sa principale source de revenus parce qu'on veut mettre en place un système monétaire international stable, pourquoi pas, on peut essayer. Hein. Mais il y aura des contraintes politiques fortes, ça c'est sûr, ce sera du rapport de force. Exactement. Exactement. Eh ben écoute, peut-être que si ça te va, il y a encore d'autres points, mais peut-être qu'on peut passer à des questions, un peu des gens du chat. Alors j'en ai noté quelques-unes, hein, et n'hésitez pas, d'ailleurs, je m'adresse à vous dans le chat, là, si vous avez des questions, c'est le moment. On attaque un peu le moment en question. Alors Keynes, c'est vrai qu'il y a un autre, moi je trouve qu'il y a un texte de Keynes qui est très facile à lire, et je pense que je vais vous le donner d'ailleurs tout de suite. C'est Perspectives économiques pour nos petits-enfants. Ouais. Qui est très intéressant. Alors attends, bouge pas, perspective économique. Oh, petits enfants, je vais le mettre directement dans le chat comme ça. Les gens pourront. En plus, il a été traduit en français. Enfin bon. Exactement. Et puis il fait que quelques pages, donc c'est assez rapide à lire. Voilà pour ça. Et donc quelqu'un posait la question. Je reprends ici. Keynes pensait qu'on ne travaillerait plus que quelques heures par jour à horizon 2030. Justement, c'est dans ce texte-là. Est-ce que ça signifie qu'il aurait été pour un revenu universel sous la forme d'un droit à consommer sur un volume de richesse produite? Entre parenthèses, comme le disait Bernard Maris. Alors ça, c'est pas évident comme question. Mais du coup, ça... C'est difficile de faire parler les morts. Hein. C'est ça. Bon, ça, c'est des questions qu'on retrouve très souvent chez les keynésiens entre eux. Bon, il n'y a pas de consensus
les économistes spécialistes de Keynes là-dessus. Ce qui est certain, c'est que quand même, globalement, Keynes avait une vision de long terme où il considérait qu'on arriverait à un modèle économique, à un modèle de société, où finalement, on serait débarrassé en quelque sorte de la contrainte économique, seulement en partie, hein, et donc on serait amené à travailler beaucoup moins et à faire des choses plus intéressantes, hein, s'occuper de ses amis, découvrir la nature, visiter des musées, avoir des démarches artistiques, solidaires, etc. Bon. Donc il avait en tête un modèle de société un peu utopique, hein, mais qui était plus construit sur la réduction du temps de travail, on va dire, que sur un revenu universel qu'on verserait à tout le monde, hein, même si effectivement on peut trouver des fois chez Keynes quelques éléments qui vont dans ce sens-là. Très honnêtement, moi je ne prendrais pas une position ferme là-dessus. J'irais plutôt du côté de ceux qui considèrent que chez Keynes, il y avait cette idée, en gros, de la réduction du temps de travail plutôt que de celle du revenu universel. Mais je ne serais pas aussi catégorique que certains de mes camarades, dont je ne citerai pas le nom, mais qui ont des arguments très convaincants, on doit le reconnaître là-dessus. C'est un débat intéressant. C'est vrai que moi, à chaque fois que je relis aussi ce texte, on se dit que il reste plus maintenant que 9 ans pour arriver à 15 heures par semaine. Il y a encore un peu de travail, de lutte sociale pour y arriver, mais bon, sait-on jamais. Mais alors, j'ai beaucoup de questions. Une autre, c'est qu'est-ce que Keynes pensait des questions de dette, publique comme privée? C'est quoi un peu ses positions sur ces questions-là? Très à la mode en ce moment, la question de la dette. Bon, alors c'est une question qui est posée évidemment en regard de l'actualité, hein. Bon, c'est toujours intéressant, mais attention, encore une fois, de ne pas vouloir trouver systématiquement chez Keynes des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, hein. Alors néanmoins, bon, évidemment, de toute évidence, Keynes, à partir du moment où il prône une politique budgétaire active en période de récession ou de chômage de masse, il est évident que la question de la dette publique se pose, hein. Sauf que chez lui, la dette publique, de toute façon, elle va augmenter dans un premier temps, du fait du ralentissement de la croissance ou de la récession. Mais comme l'État intervient pour réaliser des investissements qui vont générer une activité supplémentaire, donc de la croissance, donc de l'emploi, et puis in fine des impôts supplémentaires qui vont être payés, eh bien finalement la dette va se rembourser, va être remboursée. Alors bon, ça c'est la vision la plus basique de chez Keynes. Il y a d'autres textes où on a des visions un peu plus complexes, mais il est évident que chez Keynes, il n'y a pas une vision a priori négative de la dette publique. Oui, complètement. Non, mais je pense que c'est la manière la plus simple d'y répondre, et puis la plus juste surtout, sur au moins pour pas trahir ce que disait Keynes. Mais je suis assez d'accord avec toi aussi, il faut pas essayer de calquer ce que disaient des penseurs parfois anciens et même très anciens sur les réalités qu'on connaît aujourd'hui, hein. On va pas le plaquer directement. Et alors là, moi je trouve qu'il y a une question par contre très intéressante sur les liens entre Keynes et les questions environnementales. Est-ce qu'on peut être keynésien et écologiste? Ou en tout cas... Très bonne question. Ouais. Très bonne question parce que les post-keynésiens, c'est-à-dire les héritiers de Keynes, hein, je parle vraiment de ceux qui s'inscrivent dans le sillage de Keynes, qui ont développé un programme de recherche sophistiqué, le programme de recherche de Keynes, et qui sont comment dire, très offensifs actuellement, hein. Il y a deux écoles en fait chez les post-keynésiens. Alors je vais pas me faire des amis en disant ça parce qu'évidemment, mais quand même, c'est la réalité. Il y a des post-keynésiens qui sont pro-croissance à l'ancienne, on va dire. C'est-à-dire, à partir du moment où le problème numéro un, c'est le chômage de masse, aujourd'hui on a du chômage de masse, donc comment on fait? On cherche à stimuler la demande effective et on fait du financement et de la politique budgétaire keynésienne à l'ancienne, quoi. Bon. Et puis il y a ceux qui considèrent que justement on peut trouver à travers ces solutions keynésiennes des moyens d'amorcer et de lancer une vraie transition écologique. Parce que par exemple, typiquement, on pourrait très bien imaginer qu'on réalise des investissements verts. L'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le seul qui peut construire, qui peut avoir un horizon à très long terme et qui a une vision globale de la société. Donc c'est lui qui peut impulser les choses, soit par des subventions, soit par des programmes d'investissement lourds,
ou soit tout simplement en créant des normes, hein, ou en imposant des contraintes, hein, en disant, par exemple, bah, dans 5 ans, plus personne ne va se chauffer au gaz ou au charbon, quoi. Bon. Mais encore une fois, là, où ça pose problème, c'est par rapport à la croissance. Est-ce qu'on peut imaginer que cette forme d'investissement soutenu par l'État va générer de la croissance ou pas? Alors en général, les keynésiens écologiques ou écologistes, hein, vont dire qu'on mettra en place un autre régime de croissance qui n'est pas forcément mesuré par la croissance, l'évolution positive du PIB, hein, de toute façon l'évaluer, hein. Mais en réalité, il y a un malaise quand même chez les post-keynésiens là-dessus, ils ne sont pas tous d'accord, hein. Il y a les pro-croissance à l'ancienne et puis il y a les pro-presque décroissance parfois. Et sur le fond, je suis pas sûr qu'ils puissent toujours s'entendre malheureusement. Hmm. Donc Ça on fera voit qu'il partie peut y des. avoir des divergences quand même si le point de repère initial est le même, hein, c'est-à-dire Keynes. Ouais, non, complètement. Ça fera partie des gros débats scientifiques, hein, dans les Mm. dans les années Mm. qui vont venir et qui du coup qui sont aussi déjà de fait des débats politiques, syndicaux très forts, mais Mm. ça va très clairement nous habiter. C'est voilà la mère de toutes les crises qui est devant nous, hein. Il y a aucun doute là-dessus et il y a même plus aucun doute sur le fait que ce sera au moins pas une grosse, mais tout un ensemble de crises et de problèmes à venir. Donc ça va nous obliger à repenser sérieusement tout un paquet de choses, ouais. C'est assez clair. Alors, il y avait évidemment une question sur les crypto-monnaies, parce qu'à chaque fois, dans tous les lives, il y a des questions sur les Ah, crypto-monnaies. toujours. Ça, c'est obligatoire. Alors, on va peut-être pas faire parler les morts, mais qu'est-ce que Keynes aurait dit des crypto-monnaies? Ou plutôt, si jamais tu veux pas répondre à ça, qu'est-ce que toi, tu penses de ce qui se passe avec les crypto-monnaies? Étant quand même un spécialiste des questions de monnaie, peut-être que ton avis sera très intéressant là-dessus. Bah, Keynes et les crypto-monnaies, je pense qu'en fait, il aurait spéculé sur Bitcoin. Donc, bah oui, parce qu'à l'époque, il spéculait beaucoup. C'était assez étonnant d'ailleurs. Alors l'argument, l'excuse entre guillemets qu'il trouvait, c'était de dire bah, que finalement ça lui permettait de générer des revenus pour financer ses amis artistes ou des œuvres artistiques, intellectuelles, hein. Si vous allez à Cambridge, moi je me souviens, une fois j'étais allé à Cambridge, je rentre dans le théâtre de Cambridge et puis qu'est-ce que je vois? Une plaque. Ce théâtre a été construit grâce à John Maynard Keynes. Partout où tu te baladais, tu avais des trucs de Keynes qui avaient financé des œuvres, enfin bon, voilà, des bâtiments. Et tu te dis, c'est vrai que grâce à la spéculation, entre guillemets, ben, il a financé ce type d'activité. Bon, c'est pas tranché pour savoir s'il faisait ça pour se donner bonne conscience ou pas. Enfin bon, ça fait partie du personnage, on va dire. Bon. Donc je pense qu'il aurait spéculé sur Bitcoin parce qu'il s'intéressait à ces outils spéculatifs quand même. Bon après évidemment, mon avis personnel c'est que bon, les cryptos, enfin, ce qu'on appelle les crypto-monnaies ne sont pas des crypto-monnaies, sont en fait des crypto-actifs, hein, ce ne sont pas des vraies monnaies. Et que de toute façon on va aller de fait par comment dire des tensions croissantes entre ceux qui lancent des cryptoactifs ou des nouveaux instruments monétaires, financiers, et puis les autorités qui cherchent à les réglementer. Hein, je pense qu'on va aller de plus en plus vers une réglementation qui pourra fonctionner parfois, hein. Il suffit par exemple d'interdire Bitcoin. La semaine dernière, le Nigeria a interdit l'utilisation de Bitcoin. Bon, donc on peut l'interdire, on peut réglementer comme ça. Mais les innovations monétaires ont toujours une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'on peut toujours innover en créant d'autres instruments, d'autres plateformes ou d'autres réseaux, hein, qui permettent de contourner la législation. Bon. Donc en fait, pour moi, il va y avoir une guerre entre les émetteurs de cryptoactifs qui sont plutôt, comment dire, dans une logique libertarienne, de décentralisation en tout cas. Et évidemment, c'est pas compatible avec la vision que peuvent avoir les autorités monétaires favorables à la centralisation des systèmes de paiement pour garantir leur stabilité. Et donc, moi, je vois bien une évolution dans le sens, réglementation des cryptoactifs, mais une réglementation qui sera plus ou moins efficace parce que c'est comme le dopage, hein, on interdit des produits, mais il y en a toujours d'autres qui arrivent à se mettre en place. Et puis deux, en revanche, ça, je pense que c'est déjà à l'œuvre, réaction des banques centrales qui vont mettre en circulation des monnaies numériques, hein, c'est déjà le cas dans certains pays. Et ça, c'est une façon de contrer la dynamique des cryptoactifs, mais
c'est aussi une façon pour les banques centrales de réaffirmer leur souveraineté en quelque sorte. Mmh. Ouais, donc on Mais bon, ça n'a rien à voir avec Keynes, hein, faudrait faire un truc uniquement là-dessus, hein. complètement. Non, non, mais Ouais, oui, il y pour a faire un peu de publicité, si ces questions vous intéressent, à Grenoble, bah, ce sera en ligne. On organise un workshop le 5 mars prochain, justement sur ces questions de blockchain et de cryptoactifs, hein. je le Donc note tout de suite dans j'enverrai le le chat. lien à Mathieu et puis il le mettra en ligne. Ouais, je le mettrai, totalement dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Très bonne question et oui, non, mais c'est sûr, de toute façon, on va organiser une émission là-dessus. Il y a Bah, trop super. de ça fait vraiment partie des questions qui reviennent tout le temps. Alors moi, j'en Ah suis pas oui. du tout spécialiste, donc c'est certain que je suis toujours un peu mal à l'aise pour répondre parfois sur des éléments parce que c'est en plus des trucs qui sont arrivés un peu tard dans mes études, on va dire, donc c'était pas au cœur des préoccupations à l'époque. Donc c'est sûr qu'il y aura du travail à faire là-dessus. Eh ben, écoute, je regarde s'il y a d'autres questions, mais j'en ai sûrement raté quelques-unes. Donc si vous en avez, c'est le moment. Et sinon après on va Sur libérer et ce dernier remercier. point, si je peux rebondir là-dessus, sur le Bien dernier sûr. point là, sur les cryptoactifs, je pense que ces questions-là de nouveaux instruments ou d'innovation monétaire ou de blockchain, il faut absolument que la réflexion se fasse dans un cadre beaucoup plus large sur l'évolution du numérique. Par exemple, je pense en France, il y a quand même des travaux très intéressants là-dessus, hein. Peut-être que tu pourrais les inviter parce qu'ils ont beaucoup de choses intéressantes à dire. Tu prends des collègues comme Mathieu Montalban Mmh. ou Cédric Durand. Tu parlais de Cédric Durand, hein, son dernier bouquin là, franchement, eux, ils mettent en avant justement comment dire, les dérives potentielles, hein, de cette numérisation et de tous ces instruments de type cryptoactif. Et bah, du coup, ça tombera bien parce que Cédric, on l'invite en avril, donc il pour nous Mm. parler de son dernier bouquin qui s'appelle «Techno-féodalisme» d'ailleurs. Exactement, c'est Donc exactement ça. il y aura évidemment des choses très intéressantes à dire sur le numérique avec une vision, je dirais pas marxiste, mais pas très loin quand même. Il y a des inspirations sur, le numérique et sur la transformation du capitalisme aussi en cours. Je pense que c'est effectivement des réflexions très intéressantes. Et alors peut-être qu'on peut te demander, si je sais pas ce que si tu te sens de le faire, mais une conclusion sur si on devait retenir l'idée centrale, le truc avec lequel il faut repartir en tête avant d'aller manger ce soir, ce serait quoi? Sur Keynes? Bah, moi, je pense que le truc qu'il faut retenir, c'est pas Keynes lui-même, c'était, comment dire, sa conception du débat intellectuel. Il y a une citation célèbre de Keynes selon laquelle, enfin, où il a dit que, en fait, le problème, c'est pas de comprendre, enfin, la plus grande difficulté, c'est pas de comprendre les idées nouvelles, c'est de se débarrasser des idées anciennes. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut concevoir une première approche de Keynes, de Marx, qui sont des auteurs anciens, mais qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les choses changent. Certains se demandent s'il ne va pas y avoir, enfin, si on n'assiste pas à l'émergence d'un nouveau paradigme en économie. Bon, une question très très large, très complexe. Mais en réalité, même ceux qui préconisent des solutions nouvelles, innovantes, on, enfin, en fait, on est involontairement influencé par des idées anciennes. Et je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut garder en tête de Keynes, hein. C'est-à-dire que si on veut, parfois on a l'impression d'innover, mais en fait, en réalité, on n'innove pas du tout. On ne fait que reproduire des idées anciennes. Typiquement, je prends un exemple. Encore aujourd'hui, même ceux qui préconisent des solutions innovantes de politique monétaire, de politique budgétaire, de réforme dans les pays en développement, très souvent ont une conception de l'inflation qui est encore par la théorie monétariste ou la théorie quantitative de la monnaie, qui explique que s'il y a de l'inflation, c'est parce que la Banque centrale crée trop de liquidités. Bon, en réalité, ça, c'est un truc qui est complètement aberrant, qui a été complètement invalidé empiriquement. Mmh. Et malheureusement, même dans des conceptions qui se veulent révolutionnaires ou nouvelles, on trouve encore ce genre de truc derrière. Voilà, donc pour moi, c'est ça le principal message de Keynes. Si on veut aller vers une société euh, innovante et plus, comment dire, où chacun trouve son épanouissement, il faut savoir être capable de se débarrasser des idées anciennes quand on élabore des schémas nouveaux. Et c'est pas facile. Eh ben, écoute, ça tombe très bien que tu dises ça parce que dans le baromètre économique qu'on a fait avec, mon collègue Victorien l'année dernière, on donne à peu près 80 graphiques commentés. La phrase qu'on a mis au début, c'est justement celle-ci: «La Ouais, difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, elle est d'échapper aux idées anciennes». Donc je trouve que exactement. ça fait une magnifique conclusion pour cette introduction à Keynes et je trouve que tu as été, mon cher Jean-François, brillant sur l'exercice parce que d'avoir réussi à donner,
tout un ensemble de choses comme ça va donner beaucoup de grains à moudre. Il y aura une VOD, et cetera, donc on pourra y revenir, on pourra rediscuter point par point, et cetera. Mais je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu te prêter à cet exercice qui était quand même pas facile. Bah, je te Résumé remercie, en 1 heure et j'aurais demie, voulu développer plein de points, mais encore une fois, bah, je vais radoter, mais je vais faire de la publicité pour ce bien bouquin, sûr. hein, Keynes et ses combats, Gilles d'Ostalaire. Euh, bon, il y a celui-ci, là, pour ceux qui veulent voir Les héritiers de Keynes, l'économie post-keynésienne, Bah, l'ouvrage ça, collectif, là, je vais Éric le Baird, présenter de Virginie fait. Monvoisin, vraiment super bouquin. Et puis, bon, après, enfin, j'avais mis de côté quelques bouquins aussi. Ouais, si vous vous intéressez au personnage Keynes, le mieux, c'est de lire les biographies de Keynes. Alors, souvent, elles sont en anglais. Le Skidelski, par exemple. Il y a beaucoup de travaux en France sur Keynes. Le dernier ouvrage qui est sorti en France sur Keynes, c'est un ouvrage, c'est un récit romancé sur la vie de Keynes. Alors bon, c'est rigolo, c'est intéressant, c'est stimulant, mais en réalité, ça montre pas toute la complexité du personnage. Il vaut mieux lire une vraie biographie, je dirais, hein, Hmm. où on comprendra effectivement toute la richesse du personnage et toute sa complexité. En tout cas, ce qui est vraiment trop génial avec ce qu'on vient de faire là, c'est que ça pose des bases sur lesquelles on pourra revenir et on pourra étendre ensuite, un peu comme avec un tronc, des branches sur différents sujets, sur l'inflation, sur la monnaie, sur le rôle de l'État, sur toutes ces choses-là. Je trouvais que c'était excellent de le faire comme ça. Donc je te remercie beaucoup, hein, d'avoir, Merci d'être à venu toi, discuter Mathieu. avec nous. Et puis donc tout le monde dans le chat te remercie, hein. Tout le monde dit: «Bravo Jean-François, merci beaucoup, très clair». Donc je trouve moi aussi que tu es très clair. Et surtout, ça nous donne maintenant des morceaux à partir desquels on pourra continuer à réfléchir sur Keynes, ses apports, et puis voilà, sur des éléments aussi plus contemporains, hein, des questions qui se posent de politique économique, etc. Donc, bah, on va continuer le boulot et on te remercie très chaleureusement, mon cher Jean-François. Merci Euh, beaucoup. donc, si ça te va, ce qu'on fait, c'est que tu m'envoies des textes qui te paraissent importants, puis aussi des textes de Ouais, toi, et moi, je ferai une liste où on mettra ça quelque part. Ça peut d'accord. être aussi des tribunes, etc., tout ce que tu veux. Comme ça permettra aux gens d'aller lire aussi tes productions régulièrement. Oui, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'actualité de Keynes. On aurait pu développer ce Complètement. point-là, effectivement, hein. C'est avec Jonathan Marie, qui est un économiste post-keynésien, on avait publié une tribune au mois de mai. Est-ce qu'on est vraiment tous devenus keynésiens? On a l'impression que tout le monde est devenu keynésien. Bon, dans cette tribune, on montre qu'en réalité, c'est du keynésianisme de circonstance, hein, c'est pas du keynésianisme pur et dur. Voilà. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on va lire la tribune mercredi en introduction de notre petit point sur l'actu éco. Donc voilà, j'espère que Oui. dans le chat, vous m'y ferez penser. Vous me rappellerez à l'ordre. On lira, premier truc à faire, lire la tribune de Jean-François. Ça permettra de. Et Jonathan Marie. Et de Jonathan Marie, pardon. On salue au passage économiste à Paris 13. Voilà pour les remerciements. Eh ben, Jean-François, je te laisse aller manger, j'imagine. En tout cas, c'est. Bon, je croyais qu'on faisait un pot, mais bon, apparemment, il n'y a pas de pot, Ah donc bah on peut très bien faire un pot. À distance, tu veux faire un pot? très bien. Merci Mathieu, c'est super ce que tu fais, bravo. Ah, c'est cool, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu et je te passerai un coup de fil très vite pour débriefer. Merci Salut. Jean-François. Ciao. Et paf! Bah voilà, c'est sympa, non? Ça fait plaisir et c'était costaud en plus, hein. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, dans ce qui a été dit, mais je trouve qu'il l'a fait de manière, oui, épaf, c'est un peu ma marque de fabrique, hein, ça, donc du coup, pour la suite, émote épaf, bien sûr. Mais je trouve que c'était clair, il y avait pas mal de choses. C'était super, quoi. Donc voilà, et puis surtout, ça donne des fondations sur lesquelles. Ah oui, il faut faire le raid, oulala, heureusement que t'es là, Neil Strung. Des fondations à partir desquelles on pourra continuer à bosser, etc., jusqu'en avril, progressivement, petit bout par petit bout. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes content de vous retrouver, me retrouver en ce lundi après une semaine sans live. On se voit mercredi pour celles et ceux qui veulent venir, bien sûr. Soyez nombreux et nombreuses. On viendra discuter tranquillement de l'actualité économique. Il y a plusieurs points sur lesquels j'ai déjà vu passer et je pense que on pourra y revenir. Il y a des choses intéressantes. Voilà, sur l'actualité économique, sur ce qu'a dit François Bayrou par exemple aussi. Est-ce que c'est une classe moyenne? Des questions pas forcément simples. Très intéressant, j'ai aucune formation éco, c'était quand même compréhensible. Bah écoute, c'est ce qu'on va vraiment essayer de faire. Donc évidemment, la difficulté pour moi, de manière générale, c'est de contenter les gens qui connaissent déjà l'économie et ceux qui n'y connaissent rien.
Et ma priorité, moi, c'est évidemment de la vulgarisation, de massifier la pensée économique et de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre, et en tout cas que tout le monde puisse s'outiller intellectuellement.